F. Crépeau, bonjour! Bonjour! Bienvenue au podcast de ces deux-là. Merci. Un énorme merci d'être là aujourd'hui. Moi, c'est un épisode auquel j'avais vraiment très hâte. On avait déjà commencé un petit peu à discuter hors d'onde, puis on dirait que j'ai 1000 questions pour toi. On dirait qu'on vient déjà de faire un épisode avant l'épisode. Oui, c'est assez incroyable. On a fait une entrevue par courriel, une entrevue par à l'arrivée. Oui. Puis là on commence. The real one. Oui. Exact. Deux pratiques. Ouais, ça. c'est pas pire. Mais ici, à ces deux-là, on aime bien connaître la personne et non pas juste ta spécialité. Fait que la première question que je pose à pas mal tous les invités, c'est un peu 3 questions en une, mais ils vont une à la suite de l'autre. Donc, juste pour ceux qui te connaissent pas, ben, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ton métier, puis qu'est-ce qui te passionne aussi? C'est une grosse question. Oui. Alors, qui je suis? Je suis Eve Crépeau, nutritionniste du sport, donc spécialisée en nutrition sportive avec des athlètes de tout acabit, là, autant des athlètes pro, olympiques, amateurs, du dimanche, peu importe. Donc, je travaille un peu à plein d'endroits différents. Je travaille entre autres à l'Université de Montréal. Tout récemment, depuis janvier, là, maintenant, j'ai eu un poste de professeur de clinique. Donc, j'enseigne dans le bac de nutrition. Je supervise des étudiants. Je travaille aussi avec les carabins, donc tous les sports confondus dans tous les carabins, là, pas juste football. Tous les carabins possibles peuvent venir me voir. Et à l'extérieur de tout ça, mais je travaille aussi avec le CF Montréal, dont l'impact pour ceux qui connaissaient plus l'ancien nom. Je travaille avec Baseball Québec aussi. Je travaille avec des athlètes individuels, par exemple en course à pied, qui font faire du triathlon, peu importe. Puis des fois, ben comme aujourd'hui, je vais tourner des podcasts. Des fois, je tourne des émissions à la télé, à la radio, j'écris dans des magazines de course. Bref, c'est très, très varié ce que je fais dans la vie, mais c'est toujours en lien avec la nutrition et le sport. Pas juste le sport, là. Le sport, ça a l'air, ça semble pas mal élite, là, ou semi-élite, là. Plus, ouais, exactement. Mais quelqu'un qui voudrait courir son premier marathon puis voudrait avoir des conseils en nutrition, je vais le rencontrer, ça va me faire plaisir. Tu refuses pas, là, les gens qui ont d'autres objectifs, là, que l'objectif élite, là. Non, mais je me concentre vraiment sur la nutrition sportive. Par exemple, si quelqu'un vient me voir puis me demande si je peux le rencontrer pour perdre du poids, sans nécessairement être un sportif, ben ça, je vais pas nécessairement le rencontrer. Je vais vraiment me spécialiser en nutrition sportive. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je fais ça. C'est vraiment ma passion. Puis c'est dans ta dernière question, qu'est-ce qui me passionne? Oui. Clairement, le sport et la nourriture. Yes. D'où mon métier, j'imagine. Donc, ça a du sens. Donc, je suis sportive moi-même. J'adore cuisiner. J'adore manger. Donc, je pense que tout ça mis ensemble. Et j'adore aider les gens aussi. C'est beaucoup une relation d'aide, la nutrition, de l'individualisation à chaque personne. Tu sais, il y a les conseils de base, mais chaque personne est différente. Chaque personne a des préférences, des réalités différentes, des sports différents, des expériences différentes, une relation avec la nourriture aussi qui peut être différente. Donc, mon intervention va changer à chaque fois, puis c'est ça que j'aime de ce métier-là aussi. Wow! Puis le métier, justement, de nutritionniste, là, c'est-tu un gros milieu ou un petit milieu à Montréal ou dans le monde? Ou êtes-vous beaucoup, là? C'est une bonne question. On n'est pas tant en nutrition sportive, tu sais, parce que c'est sûr que c'est un peu une niche. Il y a pas des équipes sportives élites à la pelletée non plus. Évidemment, ça se concentre beaucoup à Montréal. Il y en a partout au Canada, il y en a partout dans le monde. Mais c'est sûr qu'à Montréal, en tant que tel, il y a pas des tonnes et des tonnes d'opportunités. Tu sais, par exemple, moi, je connais peu de nutritionnistes du sport qui travaillent à un endroit seulement puis qui ont un job 40 heures semaine à cet endroit-là, tu sais. Okay. Souvent, tu combines plusieurs travail ici et là, un peu avec telle équipe, un peu avec une autre, la rencontre individuelle. Donc, ça fait en sorte que ben ta réalité, c'est d'être travailleur autonome souvent avec tu combines plein de chapeaux. Moi, je trouve que c'est un avantage parce que ça permet d'avoir un horaire qui est différent chaque jour. C'est très challengeant, mais c'est aussi stressant de devoir jongler avec tout ça puis de pas avoir de certitude jamais. Donc, ouais. Je sais pas si ça répond un peu à ta question.
Ouais, ça répond quand même. Puis j'avais une autre question, Oui. en fait. Ça m'apporte à une autre question. Au fait, juste, je suis curieux là par rapport à comme un engagement. On va dire comme si on prend l'exemple là, du CF Montréal. Ça ressemble à quoi comme, tu sais, comme ton contrat, on va dire, de travail avec eux là, tu sais, Ouais. par semaine ou pour la saison là, tu sais. C'est absolument flou. Tu sais, je suis clairement contractuelle, c'est-à-dire que je fais pas nécessairement partie des employés. Tu sais, il y a toute une équipe d'employés au CF Montréal qui sont là quasiment tous les jours, tout le temps avec l'équipe. Moi, je suis là au besoin. Donc, je sais même pas à chaque année à quel point ils vont avoir besoin de moi ou pas. Ça dépend des besoins. À chaque mois, même, ça varie le nombre d'heures pour lesquelles je vais travailler avec eux ou pas. Il y a des moments où est-ce que je vais travailler plus au début de la saison, par exemple, pour que ce soit pour analyser des tests sanguins des joueurs, pour donner des recommandations avec les suppléments, tout ça. Puis il y a d'autres périodes où est-ce que c'est plus mort. J'essaye, par exemple, avec le CF d'y aller à toutes les semaines, 2 semaines, juste faire acte de présence pour, comme ça, si les joueurs ont des questions, je suis là, ils peuvent me parler, parce que c'est dur de pas être là à 100%, de comprendre le pouls de la réalité. Puis ça, c'est une des difficultés des fois en nutrition, c'est qu'on n'est pas, comme les coachs ou les préparateurs physiques, autant là. On est là au besoin. Tu regardes pas les gens en train de manger. Non. Exact. Pour voir justement directement exact. S'ils font bien. Exact. Versus le préparateur physique, lui, il regarde les gens s'entraîner, donc il peut voir, toi, tu fais ton squat pas de la bonne façon. Moi, je vais pas dire, toi, tu mets pas la bonne quantité de glucides dans ton assiette, parce que je suis pas tout le temps là. Donc, c'est une des difficultés de la nutrition. Il faut encore convaincre les gens que c'est pertinent. Encore en 2024. C'est pas tout le monde, c'est pas tous les coachs, c'est pas tous les athlètes, c'est pas tout l'environnement, la culture du sport qui pense que la nutrition fait vraiment une différence. Et pourtant, exact. On mange au moins 3 fois par jour, en tout cas en moyenne, si c'est pas plus. Donc, on peut clairement à la fois se tirer dans le pied en faisant des mauvais choix, à la fois bonifier son entraînement si on fait des bons choix. Mais il y a aussi l'aspect que on n'est pas tout le temps là. Ouais. Donc, il faut essayer d'être un petit peu plus là, un peu plus impliqué, mais ça, des fois, ça demande de prendre du temps sur notre temps à nous pour y arriver. Bref, ça, il y a des enjeux clairement qu'il y a peut-être pas dans les autres professions. Ouais, ça m'amène aussi à une autre question. Je me demandais justement dans ta pratique, que ce soit avec un professionnel sportif ou des amateurs, ça ressemble à quoi aujourd'hui une consultation en nutrition? Est-ce que c'est vraiment plus justement de l'ordre du conseil puis de rediriger, ou ça t'arrive encore de faire des plans alimentaires? Ça existe tout ça, ou c'est pas de même que ça se fonctionne? J'ai aimé ta question du plan alimentaire. Sûrement que la nutrition sportive, c'est encore un des endroits en nutrition qu'on fait des plans. Moi, j'essaie de me détacher du mot plan alimentaire. J'aime pas ça, parce qu'on dirait que le mot plan veut dire obligation. Tu sais, ça, c'est mon ordre de tu dois suivre ça. Puis c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Moi, maintenant, j'appelle ça guide nutritionnel. OK. Même si dans les faits, ça c'est un peu la même chose. Mais mon guide, pour moi, je le vois de cette façon-là. C'est-à-dire que je vais pas te dire lundi, tu manges du pâté chinois, mardi, c'est du pain de viande, puis non, c'est plus une journée typique. Voici à quoi ça pourrait ressembler. Ouais. C'est quand les moments que tu devrais manger. Dans un repas, c'est quoi la portion de glucides, protéines, lipides, comment tu répartis ton assiette basée sur tes besoins spécifiques. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je fais les calculs de macros et calories que je veux pas que tu fasses. Tu comprends? Parce que moi, j'encourage pas les gens à calculer leurs macros, calculer tout ce qu'ils mangent. Pourquoi? Parce que la ligne est mince entre que ce soit sain ou que ça devienne une obsession, puis que là, ça développe des troubles alimentaires. Puis la nutrition sportive chez les athlètes, on frôle tout le temps un petit peu là, la relation un peu malsaine avec la nourriture puis le corps. On pourra en reparler, mais donc moi j'ai l'impression que mon guide te dit OK, ben toi, est-ce que tu as besoin de à peu près une demi-tasse de féculents ou 3 tasses selon la charge d'entraînement que tu fais dans la journée. Puis après, tu peux bien manger du riz, des pâtes, des patates, tu choisis ce que tu veux, mais au moins tu as une petite idée basée sur tes besoins spécifiques de qu'est-ce qui devrait avoir dans ton assiette et dans ta journée, le nombre de collations, peu importe, pour arriver au total qui va te faire performer à ton maximum. Sans que tu aies à calculer, moi je vais calculer pour toi, mais je vais te parler plus en termes de portions. Donc moi, mon guide, je le vois comme ça. C'est génial ça. Puis ça veut pas dire qu'il y a une journée que tu vas au restaurant avec tes amis, puis là, il faut que tu suives le guide à tout prix. Non, c'est juste justement pour te donner une idée, la plupart du temps, à quoi ça devrait ressembler, si tu veux maximiser tes chances de performer.
Ouais, ça résonne beaucoup, ce que tu dis pour moi. Je trouve ça, ça serait l'idéal. Puis, est-ce que tu fais quand même faire un petit journal alimentaire aux gens pour qu'ils fassent une description sommaire? Ou ça même pas quand tu dis que tu fais pas faire les calculs à la personne? C'est rare que je le fais. En fait, c'est lors de ma consultation, on va réviser ensemble à quoi ressemble une journée habituelle selon les entraînements. Donc là, moi, je peux partir de ça pour faire mon guide. Puis aussi, tu sais, j'ai pas un guide nutritionnel de 3000 calories que je donne à tout le monde qui doit manger 3000 calories. Chaque guide change tout le temps parce que je pars toujours de ce que la personne mange. Donc, si le matin, toi, tu manges un overnight oat, puis l'autre personne mange des céréales X, Y, Z, ben, puis que t'aimes ça, je vais partir de ça pour changer le moins de choses possible dans ton alimentation pour que ça soit le plus atteignable possible comme objectif. Puis pour moi, la personnalisation et l'individualisation du guide, c'est hyper important parce que ça va plus refléter tes préférences, ce que tu es capable de faire, cuisiner, ce qui est réaliste pour toi. Puis je m'assure toujours que ce soit réaliste pour qu'il y ait plus de chances que la personne suive le guide. Parce que si après je te donne un guide, t'aimes pas la moitié, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas le suivre, tu vas peut-être pas me le dire pour pas me froisser. Puis finalement, ben moi, mon intervention est tombée dans l'eau, là. Comme ça sert à rien. Ouais, tout à fait. Puis est-ce que tu vois justement des grosses différences entre les besoins des athlètes professionnels de haut niveau ou des athlètes dits amateurs? Parce que peut-être qu'il y en a qui justement se considèrent comme des athlètes amateurs, mais justement sont des coureurs, des cyclistes qui en font quand même pas mal dans leur semaine, puis ils se disent « Ah non, ça c'est pas pour moi parce que je suis pas à ce niveau-là ». Est-ce que toi tu remarques des différences? Ben, sans remarquer nécessairement de différence, parce que bien sûr, la différence de besoin énergétique va varier selon ta charge d'entraînement. Mais ce que je remarque beaucoup dernièrement, c'est autant athlètes amateurs qu'athlètes professionnels, la plupart des gens ne mangent pas assez. C'est fascinant. J'avais cette impression-là, puis je suis contente que ce soit pas moi qui le dise, mais toi. Puis j'ai déjà dit, même à certains clients, moi, que je pense, tu sais, je dis toujours je pense parce que c'est mon opinion, puis je connais pas non plus, mais ma perception, c'est probablement que t'es en déficit calorique. Exact. Puis les gens sont pas prêts à l'entendre, on dirait. Et même des gens qui visent une perte de poids, en fait, souvent, c'est surtout eux qui ne mangent tellement pas assez que ça freine leur perte de poids. Bref, c'est très, très rare que ma recommandation, ça va être « mange moins, tu manges trop ». Dans la plupart des cas, c'est mais là, tu manges vraiment pas assez, puis même pour perdre du poids, tu devrais manger plus. C'est un peu confrontant de se faire dire ça, mais c'est vraiment la tendance que je remarque. Pas assez de glucides, ça c'est assez clair, mais pas assez d'énergie en général. Puis les gens, c'est fascinant comment ils continuent à vivre leur vie, à faire leur sport malgré un apport très très faible. Ouais. Puis ils s'en rendent pas vraiment compte. Ils sont un peu fatigués, mais pour eux c'est normal. C'est rendu la norme. C'est normal, exactement. Ils ont pas nécessairement plus faim. Le jour où est-ce qu'ils mangent plus, là, wow, tout d'un coup, des fois, ben, souvent, ils vont réussir à perdre le poids qu'ils n'arrivaient pas à perdre, mais beaucoup plus d'énergie pour s'entraîner, meilleur sommeil, parce que ça peut affecter le sommeil aussi de manger pas suffisamment. Donc ça, c'est le fun de voir l'effet positif quand les gens changent leurs habitudes, mais c'est vraiment la tendance que je remarque, puis autant chez les athlètes professionnels, élite et compagnie que chez des gens qui courent pour le plaisir. Que la privation est comme devenue un petit peu trop présente, là, peut-être, chez beaucoup de gens. Mais j'ai l'impression que la privation est omniprésente dans notre société. Parce que la culpabilité est omniprésente, parce que il y a cette culture-là d'avoir un poids le plus mince, un corps le plus mince possible. Mange pas ça c'est pas un bon aliment. Culpabilité, je vais manger ça, mais il va falloir que j'aille courir après pour le perdre. Il y a tout ça qui est comme imprégné dans toutes nos têtes collectivement. Puis veut pas, ça nous... Puis l'idée que les glucides, ça fait grossir, que le sucre, c'est mal, tout ça. Puis sans qu'on s'en rende compte, on coupe puis on se prive parce qu'on est juste entouré de ces messages-là constamment sur les réseaux sociaux, dans les publicités, dans les films. Tu sais, c'est comme je dis, c'est là partout. Même, peut-être des influenceurs là qui, heureusement ou malheureusement dans certains cas, prennent de la place prennent la place de certains professionnels. Absolument. Puis je dirais même avec TikTok, c'est même plus nécessairement des influenceurs, c'est n'importe qui
qui dit n'importe quoi, puis dès que c'est vu beaucoup de fois, c'est comme considéré comme une réalité. C'est fou, hein? C'est fascinant. Ouais. Ben aussi, peut-être les gens vont se fier à qu'est-ce qu'ils voient aussi, là. Fait que si quelqu'un en super shape, là, Ouais. dit « Hey, fais Moi, ça pour être j'ai en coupé- super shape. » Moi, j'ai coupé les Exact. sucres, je suis en super shape. Ouais. Ouais, Ouais. c'est... Mais ça, Mais- c'est ce qu'on voit. Oui. On voit ça Ouais, de c'est ça, toute cette exactement. réalité-là. Mm. Mais je serais curieux par rapport à qu'est-ce que tu dis, juste pour comme continuer là-dessus, là. Ça serait quoi comme les signes que toi tu vois là, rapidement, là, qui dit comme cette personne-là, il mange faut qu'elle pas man- assez. elle mange pas assez, Elle justement. est en déficit calorique. Ouais, est en déficit calorique, Ouais. là, carrément. Ben- Puis ça va avec comme le surentraînement, je pense aussi, là. beaucoup, Possiblement. En fait, des fois, je pense il y a certaines situations où est-ce qu'on pense qu'il y a un surentraînement, mais il y a en fait juste une sous-alimentation par rapport à l'entraînement. Intéressant. Mais c'est sûr que moi, quand je te pose la question, qu'est-ce que tu manges dans une journée, je le vois assez rapidement si c'est pas tant que ça. Mais sinon, des signes, c'est la fatigue. J'ai la misère à récupérer. Je me sens souvent fatiguée. Puis c'est pas une charge d'entraînement qui est si faramineuse que ça, tu sais. Fait que c'est pas juste comme dans les sports d'endurance, là, qu'on Non. voit ça, là. Non. Est-ce que tomber souvent malade ou Ouais. les fréquences cardiaques, c'est aussi des indices? Ouais. Ben moi, je regarde pas tant les fréquences Ouais. cardiaques en tant que nutritionniste, mais ça serait. Mais effectivement, quelqu'un qui est souvent malade, quelqu'un qui est souvent blessé, qui est souvent fatigué, qui voudrait perdre du poids mais qui n'arrive pas à perdre du poids. Tout ça, pour moi, c'est des signes. Après, il pourrait y avoir d'autres choses, mais c'est sûr que ça me sonne une cloche dans ma tête d'aller vérifier au niveau de l'apport énergétique, est-ce que c'est suffisant? Donc, une autre de mes questions, un petit peu en lien avec toi qui redit comme quoi les glucides, c'est très important. Sur Instagram, ton nom, c'est Capitaine Glucides. Oui. Donc, je me demandais d'où ça venait, ce nom-là, ce fier titre que tu portes. Oui. Ben, c'est drôle parce que c'est lors d'un podcast que j'ai tourné, justement, qui s'est sorti l'année dernière avec Guillaume de Physio Vélo. Je sais pas si tu connais. On a tourné un podcast, puis je lui disais que mon rôle dans les podcasts est de toujours prendre la défense des glucides parce que personne le fait. Tout le monde bâche sur les glucides tout le temps, sur les réseaux sociaux. C'est comme l'ennemi numéro 1. Tu sais, les grands ont eu leur moment de gloire, les protéines constamment. Mais les glucides, j'attends toujours. Bref, je disais que j'étais là pour prendre leur défense. C'est lui qui a suggéré un nom de Capitaine Glucide. C'est Puis, resté. exact, c'est resté. Puis lui m'encourageait beaucoup à soit développer mon propre podcast ou de prendre, que Capitaine Glucide prenne sa place dans les réseaux sociaux. Donc, depuis, j'ai adopté l'idée. Puis c'est vrai que j'ai l'impression que ça parle beaucoup aux gens parce que il y a peu de gens qui s'affichent haut et fiers pro-glucides. C'est vrai. Des fois, ça t'amène quelques, disons, reproches parce que c'est pas tout... Tu sais, les gens, Ça les gens. heurte, là. Mais des fois, ils ouais. ont peut-être l'impression d'être attaqués parce que les autres, ils ont... Oui, font certaines choses, puis c'est comme leur alimentation est tellement associée à qui ils sont, oui. j'imagine. Oui. Ben, écoute, Ouais. tout le monde mange, hein. Donc, Ouais. tout le monde a l'impression un peu que ça les concerne, la nutrition. Puis ça, c'est beau et un problème à la fois parce que tout le monde se sent expert un peu dans le domaine parce que tout le monde mange. Et puis c'est, mais moi, je me sens bien quand je mange de cette façon. Donc, tout le monde devrait manger comme ça, mais ça fonctionne pas comme ça, la science, bien sûr. Mais donc, il y a beaucoup de raccourcis comme ça sur les réseaux sociaux, malheureusement. Ouais. Moi, j'entends encore, justement, des personnes, des fois, dire « j'ai coupé le sucre. » J'aime pas beaucoup entendre ça. Oui. Est-ce que, j'aimerais ça entendre ton point de vue. Est-ce que toi, tu différencies le mot sucre et glucides? Est-ce que parce que finalement, ils disent « j'ai coupé le sucre », mais quand tu creuses un peu, c'est le sucre raffiné, le saccharose qui a mauvaise presse, parce que là, si c'est dans un fruit, si c'est une céréale entière, là, c'est correct. Ouais. Pourtant, c'est tout des... Je sais pas si je peux appeler ça des sucres ou faut que je dise le mot glucide. Ouais. C'est pas tout à fait la même chose. Tu sais, les glucides regroupent vraiment beaucoup de choses. Le sucre, l'amidon, les fibres, c'est assez large. Il y a autant les glucides comme les féculents, tu sais, les patates, le riz, les pâtes qui goûtent pas nécessairement sucré, mais il y a aussi le sirop d'érable, les bonbons, le sucre blanc. Mm-hmm. Je comprends l'idée
des gens qui veulent couper le sucre. Souvent, c'est le sucre ajouté. Ouais. Parce que si on va dans la population en général, une des recommandations de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, c'est justement de réduire les sucres ajoutés à, je pense, 50 grammes par jour. Puis c'est vrai que ça peut créer des problèmes au niveau maladie chronique de consommer beaucoup de sucre, parce que souvent, ça vient avec beaucoup d'aliments transformés. Mm-hmm. Puis les aliments transformés, c'est quelque chose qu'on veut réduire normalement dans notre alimentation. Mais là, on arrive en nutrition sportive où, pendant mon marathon, mon ultra trail, mon Ironman, je peux pas juste manger du riz brun, des patates avec la pleure, puis des fois, de manger des Pop-Tarts super transformés que je recommanderais jamais, mais là, je vais le recommander. Voilà. Donc, le sucre ajouté, dans un contexte de performance, d'entraînement, d'endurance, entre autres, peut être super pertinent. Des bonbons, quand tu cours, c'est très bien comme source de glucides, parce que justement, il n'y a pas de fibres, puis on n'en veut pas des fibres pendant que je fais ma course. Mais il y a plein d'autres moments qu'on en veut. Donc, ce qui est peut-être dur dans la tête des gens, c'est cette espèce de confrontation-là des recommandations normales de nutrition, où on va dire, ben, bois pas de boisson sucrée. Puis là, moi, je te dis, ben, bois du Gatorade, puis bois du jus. Ouais. Dans un contexte de performance, puis d'entraînement. Donc, oui, c'est un peu dichotomique, mais ces deux-là peuvent coexister. Tu sais, peut-être que ta collation au travail, si tu manges des bonbons, ça va pas te nourrir beaucoup, tu sais. Mais quand tu fais une course, c'est super pertinent. Donc, c'est d'avoir la nuance de dire quand est-ce que c'est pertinent de couper les sucres ajoutés, puis quand est-ce qu'ils ont leur place dans mon alimentation, si j'en ai besoin. Si je fais pas de sport, peut-être que je peux les couper, puis c'est bien correct. Tu dis, si je fais pas de sport, mais je te parle avec des petites connaissances très, très sommaires que j'ai, mais à un moment donné, j'avais comme un peu compris aussi que le cerveau utilise surtout les glucides aussi comme pour bien fonctionner. Absolument. Ça, fait que même si je suis pas en train de faire du sport, peut-être je suis en train de faire un travail intellectuel, ça peut-tu être une bonne chose? Absolument. Aller chercher des glucides? Des glucides, oui. Oui, ok. Mais, tu sais, les glucides, tu peux aller chercher du riz, des pâtes, des patates, du pain, des aliments qui sont pas nécessairement ultra transformés comme des Pop-Tarts, pour nourrir ton cerveau. Les fruits. Ouais. Tu sais, les fruits, c'est, tu sais, des gens qui disent, ah ben, j'ai coupé tu sais, un fruit, c'est un sucre simple. C'est pas un sucre ajouté, c'est le sucre naturel du fruit, mais c'est super pertinent. Il y a des vitamines, il y a des fibres, il y a des glucides qui sont bons. Est-ce qu'on peut en manger trop? Pas tant. Non, pour vrai, comme, souvent, il y a cette question-là, est-ce qu'on peut manger trop? Là, de fruits, là. Ouais. Overdose de bleuets, mettons. Ouais, non. Pour être, tu vas te tanner avant, là. Il va y avoir il y a beaucoup de fibres. Fait que, avant que t'aies trop de glucides parce que t'as mangé trop de bleuets. Ouais. J'ai jamais vu ça. Encore. Pas les Québécois, en tout cas. C'est sûr, hein? Mais c'est comme les gens qui disent, ah ouais, je mange pas de carottes parce que c'est trop sucré, pour vrai. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Comme, on a d'autres chats à fouetter que les carottes, là, s'il vous plaît. Oh, wow. Ah non, c'est bon, c'est super intéressant, puis bon, j'avais beaucoup de questions. Là, je veux pas sauter nécessairement d'une chose à l'autre, mais aussi une de mes questions, puis la raison pour laquelle je la pose, entre autres à cause de discussions avec des clients. Moi, je suis dans le domaine de l'entraînement physique. Fait que j'ai des gens qui cherchent des réponses ou des solutions pour se sentir mieux. On l'a dit tout à l'heure, nutrition, entraînement. Puis moi, si j'avais à faire un triangle, le troisième serait le sommeil, là. Je pense. Absolument. Moi aussi. Je suis très pro sommeil. Là. Je fais toujours ma petite capsule sommeil à chaque rencontre nutrition. Ouais. Cool. Oui. Et surtout les femmes, ils se demandent est-ce que ils ont des choses à changer au point de vue nutrition en fonction soit de leur cycle hormonal ou est-ce que leurs hormones, même chez les hommes aussi peut-être, est-ce que ça va avoir une incidence sur ce qui entre guillemets devrait manger ou ne pas manger? C'est une grosse question. C'est une grosse question. Tu peux me donner une réponse vague. En fait, je vais te donner la réponse. Je pense que la science le sait pas encore. Ah, voilà. Okay. Il y a très peu d'études. Il y a trop peu d'études faites chez les femmes parce que des femmes, c'est compliqué. À cause du cycle menstruel. Oui. Où est-ce que tu es dans ton cycle? Est-ce que ça change? Probablement, en fait, que ça change quelque chose, mais on sait pas encore quoi. Tu sais, il y a pas de recommandations qui disent, OK, mais si t'es dans telle phase de ton cycle, tu devrais manger plus de glucides, plus de protéines. Ouais. Ça n'existe pas encore. Puis, j'ai l'impression que même d'une femme à l'autre, ça varie. Ouais. C'est pas tout le monde qui est dans telle phase de leur cycle ont besoin de plus ça ou vont sentir plus de fatigue. Tu sais, il y a des tendances, mais
la science est encore trop jeune pour établir. Mais si t'as une femme, justement, qui vient consulter, puis elle te demande si elle devrait, comme, un petit peu, répondre à ses cravings une fois par mois, est-ce que tu as tendance à dire on y va avec ça, pis ne pas se culpabiliser mon Dieu, à chaque fois, encore une fois. Puis moi, je suis très pro répondre à ses cravings, parce que si tu réponds pas à ton craving, probablement que ce dit craving va juste augmenter, empirer, et avec lui venir plus de culpabilité. Donc, t'as un craving, t'en as besoin, mange-le, passe à autre chose. Ouais. Fin de l'histoire. Ah, super. Si c'était juste tout le temps ça, j'ai l'impression qu'on aurait beaucoup moins de problématiques avec la nourriture, l'alimentation, notre poids, quoi que ce soit. Mais c'est complexe, là, comme... absolument. C'est plus facile de le dire que de le faire, là, après, parce qu'il y a plein de pression sociale, de culpabilité et tout, mais un craving... Tu sais, moi, là, ça arrive, là, je vais courir, je transpire vraiment beaucoup, puis là, faut que je mange des chips parce que j'ai besoin de sel. Ben, mon corps, c'est comme s'il m'envoie ce besoin-là, je vais l'écouter, puis c'est tout. Puis en fait, ce qui est intéressant avec les cravings, c'est que dans la tête de beaucoup de gens, dans leur tête, c'est comme s'ils répondent à leur craving, ils vont juste manger ça tout le temps. Par exemple, si je te dis, OK, mais moi, je mange pas de poutine, parce que si je mange de la poutine, si tu me dis que je peux manger de la poutine, je vais en manger à tous les jours. Ouais. Je te garantis que si tu dis, OK, à tous les jours, tu manges de la poutine, après 5 jours, ça te tente plus de manger de la poutine. Tu veux manger de la salade ou autre chose, peu importe. Donc, mais de s'empêcher de manger de la poutine, je donne l'exemple de la poutine, ça fait juste augmenter mon envie de plus en plus grande d'en manger, puis à un moment donné, ben, je vais en manger 3 peut-être, puis après je vais me sentir hyper coupable, puis là, je vais me dire, ben, plus jamais je mange de la poutine, puis là, ça va juste revenir, tu sais. Il y a pas de danger à manger une poutine quand ça me tente. Il y a bien plus de danger à se restreindre, puis avoir une faible estime de soi, la culpabilité, puis tout ça. C'est lourd, là, c'est gros, c'est psychologique, c'est beaucoup plus loin que juste la nutrition. Oui, justement, est-ce que ça arrive souvent que tu dois référer en psychologie avec des personnes, des clients, ou pas souvent t'arrives? Ça fait partie aussi de ta formation. Ben, c'est sûr que si je vois qu'il y a... dans ce sens-là. Ouais, si je vois qu'il y a un trouble alimentaire franc, je vais référer parce que ça peut pas être juste réglé avec la nutrition. Par contre, je trouve que le spectre de préoccupation excessive par rapport à la nourriture, par rapport au poids, est très large. Puis il y a plein de gens qui sont pas en trouble alimentaire, boulimie, anorexie, hyperphagie, clair et net, mais tu vois là que c'est pas super sain, puis qu'il y a la restriction, puis que pourquoi tu veux perdre du poids? Ben juste parce que tu sais, pourquoi tu veux voir tes abdos? C'est quoi la définition de trouble alimentaire là, proprement dit là? Mais il y en a différentes, en fait, selon les différents troubles alimentaires. Mais, tu sais, ces troubles-là sont classifiés dans le DSM-5 avec des critères très, très précis. Mais c'est pas parce que tu respectes pas les critères que t'as pas une préoccupation excessive. Il y en a qui vont se restreindre un peu de temps en temps, mais c'est pas super. D'autres qui vont penser à la nourriture tous les jours, puis ça va envahir leurs pensées, puis vont avoir beaucoup d'anxiété par rapport à ça, mais ils seront pas nécessairement anorexiques. Ils vont pas s'empêcher de manger ou avoir perdu X poids, tu sais, il y a vraiment des critères très précis, mais ça, on navigue là-dedans, puis on peut faire des changements en nutrition sans nécessairement aller en psychologie. Tu sais, moi, ce que j'aime, c'est justement apprendre aux gens à faire confiance aux glucides, à réduire la peur en lien avec ça, à réduire les restrictions tu sais, la nutrition sportive, oui, c'est la performance, mais si je fais juste focuser sur la performance, puis qu'une fois que le sport est fini, parce que ma carrière d'athlète va pas durer jusqu'à nécessairement 70 ans, ben qu'est-ce qui me reste après? Une relation tout bouleversée avec la nourriture, avec mon corps, puis des problèmes pour le reste de ma vie. C'est pas ça mon but, tu sais. Donc je veux essayer de à la fois donner des conseils en lien avec la performance, oui, mais sans négliger la relation avec la nourriture et tout ça. Puis des fois, c'est pas toujours évident de jongler avec tout ça. Tu sais, oui, je vais dire, OK, mais là, t'as besoin de tant de grammes de protéines pour ta récupération parce que c'est pertinent, mais écoute aussi tes envies, puis ton intuition, puis qu'est-ce que t'as envie de manger. Tu sais, l'alimentation intuitive, je sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais c'est comme d'écouter un peu ce que t'as envie de manger quand tu veux, mais ça va des fois à l'encontre avec certains principes de la nutrition sportive. C'est ça, j'allais dire, chez les sportifs, même souvent, ils vont devoir aller un peu plus que, surtout,
ça dépend de ton type de sport, là, mais ceux qui veulent maintenir ou prendre la masse musculaire, là, des fois, moi, j'en ai eu des jeunes que je me disais, si tu veux gagner de la masse, là, moi, je disais la phrase, ça prend de la masse pour créer la masse. Comme, elle peut pas apparaître de nulle part. Comme, même si t'as plus faim, si c'est vraiment ça ton objectif, va falloir que tu manges. J'avais raison, là, un petit peu. Ou, tu fais un sport d'endurance, puis ben il faut que tu te forces à manger pendant ta course, même si t'as absolument pas faim. Ça peut faire une différence. Donc là, on est loin de l'alimentation intuitive, mais il y a d'autres moments, tes journées de repos, des moments plus loin de l'entraînement où est-ce que tu peux justement un peu te reconnecter. Qu'est-ce que j'ai envie de manger? Bien sûr, il reste des principes de base. Tu sais, si je mange juste une salade, est-ce que là, ça va nuire à ma récupération? Peut-être. C'est pas parfait. Tu sais, même moi, j'ai plein de questionnements en tant que nutritionniste. Comment est-ce que j'arrive alimentation intuitive, nutrition sportive? Je crois aux deux. Ouais. Mais les deux sont comme un peu au bout du spectre. Je pense qu'il y a moyen d'enseigner un peu un tout en considérant l'autre, mais je sais pas exactement la combinaison parfaite. C'est intéressant. À suivre. Oui, à suivre. Restons à l'affût pour savoir. Puis moi j'avais une question. En fait, j'étais curieux de savoir, comme au début tu parlais de travailler, avoir plusieurs contrats avec plusieurs sportifs là, puis je suis curieux de savoir à quel point toi tu t'intéresses sur tous ces sports-là. T'sais. Est-ce que tu vas vraiment t'intéresser comme je sais pas au soccer, puis à comment comme la personne le joueur de soccer va bouger, ou tu vas juste regarder comme sa charge de travail, puis te fier à des chiffres là, tout ça. Là, je pense que je suis quelqu'un qui s'implique plus que ça. Tu sais, je vais voir les matchs du CF sur mon temps parce que tu deviens une fan aussi. Oui, je suis fan. Je suis fan, 100% fan. Puis j'ai joué au soccer longtemps. Tu lances du riz. Qui joue. Qu'est-ce pas? Donc, il y a plein de sports comme ça où est-ce que je m'intéresse. Tu sais, j'ai travaillé avec Boxe Canada longtemps, puis je suis zéro fan de boxe. Des sports aussi où tu dois rester dans un certain poids, des catégories. Oui, ça c'est un autre défi. Ouais, mais j'étais pas fan de boxe, mais tu sais, t'es là en compétition avec eux, j'ai voyagé avec eux, t'apprends à aimer, à connaître le sport. Tu sais, je travaille avec Baseball Québec. Le baseball, j'ai la misère à comprendre les règles encore. Toujours un peu flou pour moi, mais écoute, j'aime quand même ça les voir à l'œuvre. Je trouve ça. Puis une des choses que j'aime le plus dans mon métier, c'est d'être là pendant soit une compétition, une pratique, puis de comprendre un peu le sport, qu'est-ce que ça demande. Si je reste juste dans mon bureau, je pense pas que je suis une très bonne nutritionniste du sport. Ouais. Il y a des sports, en tout cas, moi, mon impression, c'est comme dans certains sports, la nutrition, faut vraiment que tu sois honnête. Si comme tu sautes ça, là, oublie ça, tu vas pas performer. Puis je pense au sport d'endurance. Là. Dès que t'as pas comme une stratégie là, de nutrition là, comme dans ta participation au marathon, tu vas pas finir là. tu risques de pas finir, comme ça marchera pas là. Puis il y a d'autres sports, je dis je sais pas à quel point comme la nutrition ça peut faire comme une différence là, dans la performance là. Est-ce que tu vois ça, toi? Moi, je pense que la nutrition va toujours faire une différence. Mais c'est sûr que pour un sport d'endurance, l'impact va être vraiment plus grand si ta gestion de nutrition est mauvaise. Ça, c'est sûr à 100%. Plus l'entraînement, en fait, plus l'effort est grand et long, plus tu as besoin de la nutrition. Par exemple, si on prend l'exemple du soccer. Shane Bolt, lui, pas si grave. Usain Bolt, oui. Mais en même temps, s'il veut maximiser son gain de masse musculaire, tout ça, il a quand même besoin de la nutrition, tu sais. Mais c'est vrai que sur son effort de 9, 8 secondes, je me demande s'il prend une petite collation avant. Je sais pas. Mais je sais pas. Un petit espresso, là. Je sais pas, mais je pense c'est clair que ça a un impact, mais peut-être moins grand que celui qui fait l'ultra trail, évidemment. Mais par exemple, si on prend le soccer, tu sais, dans la culture du sport, moi, je m'acharne à les convaincre de prendre une collation à la demi, tu sais. Ben oui. Puis dans les études, c'est démontré qu'il faudrait prendre 30 à 50 grammes de glucides à la demi. Personne fait ça. C'est très ancré, puis tu sais, ils vont performer quand même. Ouais. Mais ils pourraient performer mieux. Mais ils savent pas parce qu'ils savent pas. Exactement. Donc, c'est de les convaincre, puis c'est des fois de se battre contre la culture du sport. Oui.
Ouais, mais ils vont pas le boire des fois, peut-être? Ah, ils vont boire ça de Powerade. OK. Fait que c'est Puis peut-être aussi, 5 grammes de glucides sur des 50. fois, tantôt, on parlait de déficit calorique, qui serait comme un déficit comme à long terme, là. Fait que Mhm. je pense aussi quelqu'un qui voudrait voir un impact sur ses performances, il faut qu'il le fasse à long terme aussi, pas Mhm. qu'il le fasse 2 jours, j'ai mangé plus, ça va pas changer grand-chose, Oui, n'est-ce pas? effectivement. Il y a le hasard aussi, où, Ouais. tu sais, ça va prendre un certain Oui. temps, j'imagine aussi, au corps Oui. à se réadapter un petit Oui, peu tout à à fait. C'est la pas là que tu nouvelle vas voir que t'es moins alimentation. malade, c'est Non, pas là que tu faut vas que voir tu l'effet sur tes donnes performances. Ouais. combien de temps, ça varie, ouais. Ok, Tout le temps. je change. Ouais, mais l'effet Oui. d'un changement là d'habitude alimentaire, Mhm. comme moi j'ai entendu dire comme je sais pas là 10 jours ou tu sais comme 3 semaines ou quelque chose comme ça pour se Ça sentir. sort de nulle part. Ça sort de nulle part ça, non? Je pense que ça sort de nulle part. Puis en fait, c'est très difficile d'isoler la nutrition. Ouais. Tu sais, parce qu'il y a l'entraînement, il y a le sommeil, il y a le stress. Oui, tu pourrais essayer de rien changer puis juste changer la nutrition, mais dans la réalité, c'est pas toujours ça non plus. Mon nouveau segment que j'ai inventé là, je l'ai inventé, mais à date il y a personne encore qui l'a vu à part Joël. Oui. Mais Parce que on l'a l'épisode est fait. pas sorti. Ouais, on l'a fait dans l'autre épisode, puis c'était avec un entraîneur là, Que tu connais. que tu connais très bien. là. Oui, oui. Fait que là, on a trouvé ça le fun, puis j'ai aimé ses réponses. Fait que j'en ai fait un, mais avec une thématique de nutrition. Parfait. Exact. On va essayer d'être aussi bonne que l'autre entraîneur. OK. Aucune compétition. Ouais. Puis tu sais, à la maison, là, ou ceux qui écoutaient, là, vous pouvez répondre aussi aux questions, là, voir un peu, là. C'est des questions de connaissance. Non. OK. Ben, oui puis non, là, tu sais. C'est pour apprendre à te connaître, toi. un Apprendre petit à peu te connaître plus. aussi, là, Ok. tiens. Tu vois, c'est facile, là. Parfait. Fait que, question numéro 1. Déjeuner ou souper? Déjeuner. Déjeuner? Quand je déjeune, à la fin de mon déjeuner, je suis un peu nostalgique de la fin du déjeuner. Je comprends. J'ai hâte au prochain déjeuner. Ah, OK. Ben, dans le fond, ça arrive, c'est en lien avec ma deuxième question. Combien de repas par jour? 1, 2, 3, 10? Moi ou Oui, que je toi. recommande? Ben, les Toi. deux, là. Ça peut être toi et que tu recommandes. Tu peux avoir 2 réponses, là. Moi, j'en mange certainement 3, mais je pense qu'il n'y a aucune bonne réponse. Je pourrais manger 10 collations qui feraient des repas quand je pourrais en manger 4 repas. J'aime pas l'idée qu'on a mis un carcan de absolument 3 repas, mais moi, je respecte ce carcan-là quand même. Super. Question numéro 3. Combien de verres d'eau par jour? Oh my God. Pas assez. Comme la réponse que tout le monde me dit tout le temps, pas assez. Ouais. Écoute. Ça, je pense que c'est beaucoup de gens, hein, pas Oui, assez, là. coordonner ma l'eau. chaussée Tout le monde un le petit peu. sait. Tout le monde le sait. Oui. Non, mais j'en connais qui arrivent qui ont toujours leur 2 Ah oui. litres, puis ils finissent, Ah ouais. puis ils sont bien bons là-dedans. Les meilleurs, c'est les joueurs de baseball. Ah Ils ont ouais. une cruche grosse de même. Eh, boy. Puis je pense qu'ils la vident à tous les jours. Ça doit être 3-4 litres. Wow. Moi, je pense que si j'ai 2 litres, c'est vraiment bon. Mais je recommanderais 2 litres minimum à tout le monde. C'est pas 3 pour des gens actifs. Ouais. Super. Combien de café par jour? 1. 1? 1. Puis t'en recommandes-tu ou non? Vraiment? Je recommande, la caféine peut vraiment aider à la performance sportive. Ça a été démontré. Chez les gens qui tolèrent la caféine. Donc, il y a des gens qui ne tolèrent pas la caféine pour des raisons de gène. Là. Il y a un gène spécifique qui fait en sorte que tu ne tolères pas la caféine. Donc, acharne-toi pas à essayer d'aimer ça ou en fait de tolérer la caféine. Ça se peut que pour toi, ça ne fonctionne juste pas, mais les Ça gens ressemble à quoi, quelqu'un qui tolère pas ça? prendraient un café ou de la caféine, puis il y aurait des tremblements, sentiments d'anxiété, Ah ouais, tu sais, des pulsations cœur qui bat, cardiaques, là. ouais, tu te sens pas bien. Là. Tu le sais assez vite si tu Ouais, tolères pas ouais. la caféine. Si vous savez pas, c'est sûrement parce que vous tolérez Non, bien la j'avais lu caféine. là-dessus aussi, effectivement, Ouais. les phénomènes de génome. Ouais. Fait que Mais moi, j'ai des bons ouais. gènes. Ouais, mais moi, c'est juste pour le goût. J'aime juste le goût du café. Je comprends. Ouais. Ouais. Question numéro 5. S'entraîner à jeun, oui ou non? Ça dépend de ce qu'on fait le matin. En fait, ça dépend quel type d'entraînement. Oui, c'est possible. Si je fais un jogging léger, il n'y aura pas vraiment d'incidence, mais pour moi-même, j'essaie de plus en plus d'intégrer des glucides avant l'effort pour améliorer la tolérance
des glucides parce que la tolérance des glucides à l'effort et avant l'effort, ça c'est quelque chose qui s'entraîne. Moi, j'ai de la misère. Bien que je sois capitaine glucide, j'ai de la misère à consommer beaucoup de glucides avant et pendant l'effort. Donc, j'essaie tranquillement de m'améliorer. Avant, je m'entraînais beaucoup plus à jeun. Pour des raisons digestives aussi. Moi, aller courir à 6 heures le soir, c'est toujours hit or miss, là. Versus le matin, tout va bien. Mais j'encourage quand même les gens à, dès qu'il y a un peu plus d'intensité, dès que c'est un peu plus long, de manger un peu de glucides avant l'effort. C'est pas obligé d'être un gros déjeuner, ça peut être un verre de jus, un fruit, juste pour se donner un peu plus d'énergie pour être capable de passer à travers cet entraînement-là, surtout si c'est des entraînements clés dans la semaine. Ouais, je pense que des fois, les gens, quand ils pensent manger, là, ils ont toujours l'idée de, tu sais, une grosse assiette, tout ça, là, mais comme, c'est pas nécessairement ça, là, qu'on veut dire, là, tu sais, manger avant l'effort. Shake protéiné, oui, non? Non. Non? Moi, je suis pas fan du goût, du sucralose, qu'il y a souvent dans les poudres de protéines. Je déteste ce goût-là pour mourir. Je suis pas contre les shakes de protéines, mais je suis pas à tout prix pour. C'est-à-dire que si j'ai un athlète qui en consomme, je vais le garder puis je vais m'assurer qu'il prenne la bonne façon au bon moment. Mais tu as déjà essayé dans le gruau? Ça change la texture. Oui, peut-être que si je goûte pas le sucralose, c'est bon. Ça dépend des marques, possiblement. Mais je pense quand même qu'on peut réussir à manger amplement de protéines sans supplément, ça c'est sûr à 100%. Mais il y a l'aspect pratique. Un athlète élite. Ah oui, 100%. Plus souvent qu'autrement, les gens vont manger trop de protéines que pas assez. Fait que c'est vraiment très facile. Mais il y a cet aspect pratique-là d'avoir 25 grammes de protéines dans un scoop. C'est assez pratique. Donc, pas contre, mais pas nécessaire. C'est peut-être... insérer une mini-question, là. Ça aussi, avec les très petites connaissances sur le sujet, est-ce que si t'en manges, on guillemets, un petit peu trop par rapport à tes besoins, c'est comme un nutriment que ton corps a tendance plus à éliminer qu'à stocker, ou ça, c'est pas vrai? C'est pas une question de stocker les protéines. Tu sais, si t'en manges 2,5 grammes par kilo au lieu de 2 grammes par kilo, c'est pas si grave. Mais en fait, le problème quand tu manges plus de protéines, c'est que tu manges moins de glucides. Exactement, parce que les protéines, ça a un effet de satiété très grand. Puis ça prend beaucoup de place dans ton alimentation. Puis qu'est-ce que je remarque souvent? OK, tu manges plein de protéines, mais tu manges quasiment pas assez la limite de base de glucides. Fait que est-ce qu'on pourrait juste... C'est pas que je veux pas que tu l'accumules en gras ou quoi que ce soit. Je suis pas que je suis contre les protéines. C'est juste, je suis pour aussi les glucides. Puis on peut-tu leur faire plus de place? Oui, il devrait être à peu près la moitié, quasiment, au moins, là. Au moins la moitié. Ouais. Mais les protéines, ça, les gens ont pas de la misère à croire que c'est important. Puis même, ils ont toujours peur d'en manquer. Toujours. Question 7. Oui. Jeûne intermittent ou jeûne hydrique? Jeûne hydrique? Ouais. J'ai jamais entendu parler Water de ça. fasting. Water fasting? What's that? Pourquoi? Ton corps a besoin d'eau. Pour être sec avant une compétition d'haltérophilie. Ouais, mais aussi, il y a des, en tout cas. Fitness. Qu'est-ce que j'ai lu, moi, puis qu'est-ce que j'ai vu, là, c'est comme, il peut avoir comme des effets on dirait bénéfiques, là, de faire comme des 48 heures ou, tu sais, 3 jours de water fasting. Juste boire de l'eau. Juste boire de l'eau. Ouais. Je pensais que tu disais pas boire d'eau. Moi aussi, j'avais non, juste boire de l'eau. Juste boire de l'eau, mais pas manger. Pour éliminer, en tout cas, il y a comme une série de choses, là, mais toi, ton opinion. Moi, je suis pas fan. Pas fan. Je suis pas fan. Effectivement, il y a plein de gens qui disent que bon, ou manger à certaines heures, pas manger comme, ouais. Ce que j'aime pas du jeûne intermittent, c'est justement que ça te déconnecte de tes signaux de faim de satiété. Puis moi, je suis très pour de se reconnecter avec ça parce qu'on est dans une société où est-ce qu'on se déconnecte beaucoup. Parce qu'on est sur notre téléphone, parce qu'on écoute Netflix, parce qu'on mange dans l'autobus, parce qu'on est trop pressé. Donc là, on fait toujours autre chose quand on mange. C'est quand la dernière fois que vous avez mangé assis, tout seul, avec absolument rien pour vous divertir, même pas un livre, puis de juste vous concentrer sur chaque bouchée, qu'est-ce que ça fait dans votre corps. Wow, j'ai jamais fait ça de ma vie, je pense. Mais c'est ça, on fait jamais ça. Donc, on se rend même plus compte, est-ce que là, j'ai vraiment plus faim? Comment je me sens? Comment
sais, cette bouchée-là me rassasie ou pas, blablabla. Donc, des fois, c'est un exercice que je fais avec les étudiants, puis c'est vraiment intéressant, là, de qu'est-ce que ça, tu sais, les différentes sortes de faim. Là, j'ai le goût de le faire, yeux, la faim du cœur. En tout cas, bref, c'est un peu ésotérique, mais c'est le fun parce que jamais on fait ça, de manger une bouchée de pomme en se disant, OK, comment je sens que ça nourrit mes cellules, tu sais. Ben, je dirais pas jamais, tu sais, pas moi personnellement, là, mais j'ai rencontré beaucoup de gens, là, que, tu sais, une bouchée de quelque chose, là, ça a un effet, là, sur eux, là. Tu sais, c'est réel, là, c'est pas fake, là. Non. Ils vont au restaurant, là, puis c'est comme chacune de leurs bouchées, chacune de leurs assiettes, là, c'est très bien choisi, là. Puis ça, tu sais, puis, tu sais. Les foodies. Ouais, les foodies, là, mais tu sais, il y a des foodies qui veulent faire partie du groupe cool de foodies, là, mais il y en a vraiment que, tu sais, tu sens comme chaque bouchée, ça a vraiment un effet, là, tu sais, ils ont une appréciation qui est différente, là, de moi, ma bouchée, là, puis on est en train de manger la même chose, là, tu sais. Mais ça, je trouve ça beau, puis j'encourage les gens à essayer de se reconnecter un peu plus, justement, à leurs signaux de fin de satiété, parce que techniquement, là, après, c'est très simplifié, mais si j'écoutais vraiment les besoins de mon corps quand il y en a besoin, puis que j'arrête au moment qu'il y en a plus besoin, ben je devrais avoir un poids qui correspond à ce que mon corps a besoin vraiment, tu sais. Mais bon, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais donc le jeûne intermittent, je trouve que ça déconnecte de ça malheureusement, parce que là je mange juste entre midi puis 8 heures, mais c'est une façon de restreindre les calories. Il y a des gens qui tolèrent mieux ça que faire une alimentation restreinte en calories étalée sur la journée. Ça a démontré à peu près les mêmes effets de perte de poids qu'une alimentation restreinte en calories normale, mais le concept en tant que tel, moi, je le trouve pas idéal aussi pour les athlètes qui ont des besoins plus élevés. De rentrer tout ça dans, par exemple, 8 heures, c'est difficile. Si c'est pas le bon timing pour ta récupération par rapport à ton entraînement, si tu t'entraînes à 7 heures le matin puis tu remanges juste à midi, est-ce que c'est optimal? Je sais pas. Pour moi, c'est juste une mode parmi tant d'autres, tu sais. C'est plutôt que de restreindre le type d'aliment, c'est restreindre les heures. C'est juste une parmi tant d'autres. Question numéro 8. Objectif de perte de poids. Bon ou mauvais? Est-ce que tu trouves que c'est un peu malsain d'avoir comme vouloir perdre 10 livres ou tu devrais plutôt le voir comme d'une autre façon? D'une autre façon. Et le poids, tu me parles là-dessus, on peut en parler longtemps, mais tu sais, je comprends absolument des fois la pertinence de vouloir perdre du poids, puis je pense pas que ça devrait être interdit, puis je pense que des fois dans le discours où est-ce qu'on veut que les gens s'acceptent dans leur corps et tout ça, on vient un peu comment dire, c'est comme si on venait dévaloriser les gens qui veulent perdre du poids quand ils ont le droit de vouloir perdre du poids. Par contre, je pense qu'on est dans une société où est-ce qu'on met trop d'emphase sur la perte de poids, trop d'emphase sur le poids en général, puis son rôle dans la santé, puis tu sais, je pense que le poids a le dos large. Là. Et en fait, la santé aussi. Ah, ben, je perds du poids pour ma santé. OK, mais est-ce que tu perds du poids en faisant un régime de jus, puis là, finalement, ta santé est pas mieux parce que t'as plein de déficiences et tout ça, puis de problèmes au niveau psychologique, de lien avec la nourriture. C'est compliqué. Fait que des objectifs de poids, j'aime pas ça. Pourquoi? Parce que on a tendance à simplifier beaucoup la perte de poids, à dire, ben, c'est les calories que tu manges versus les calories que tu dépenses, quand c'est bien plus complexe que ça. Il y a le stress qui vient en ligne de compte, il y a ta génétique que tu peux pas contrôler, il y a peut-être des médicaments que tu prends, il y a ton historique, il y a ton environnement. C'est tellement plus compliqué qu'on pense, puis on met beaucoup de poids sur les gens puis leur volonté. Puis si t'arrives pas à perdre du poids parce que t'as pas de volonté, puis moi je trouve ça terrible. Donc non, je suis pas pour l'objectif de perdre de poids. Après, tu peux vouloir perdre du poids, mais fais-le en changeant les habitudes de vie, en voyant ça comme c'est bon aussi pour toutes sortes d'autres choses. En voyant ça aussi comme quelque chose, comme tu sais, tu pars en aventure, en guillemets, à très long terme, là. Ouais, exact. Moi, je vois aussi ça parce que, bon, dans ma pratique aussi, mais pas se fixer de date. Non, ou de moment où tu veux atteindre ça. Plus comme partir sur, là, je veux changer des choses. Exact. J'aimerais, c'est sûr, c'est correct que tu gardes en tête que toi, t'aimerais que ton poids change. Mais ouais, j'entends ce que tu dis, puis même un poids le voir précis. quelque chose sur du très long terme. Ouais.
sais, pourquoi 150 livres? Ouais, c'est pourquoi ça. pas 152? De toute façon, on s'entend dans une journée, le poids, il varie de plus ou moins, des fois 5, 10 livres même. Oui, il est pas écrit dans ton front, il détermine pas la valeur de ta personne. Exactement, puis des fois ton poids peut varier, mais tu prends la masse musculaire puis c'est super positif versus la masse grasse, puis tu vas le sentir dans tes vêtements. Tu sais, moi je suis très dans tes capacités aussi. Peu pro-balance, là. Tu sais, la balance, je trouve que ça fait toujours un effet pernicieux. Tu te pèses, tu perds du poids, t'es comme, je vais continuer à comme me restreindre. Puis tu te pèses, t'as pris du poids, t'es comme, non, je vais encore plus me restreindre. Dans tous les cas, j'ai l'impression que ça donne un effet négatif dans ta tête de voir ton poids. Je suis contente, t'as une façon de penser qui est très similaire à la mienne, puis c'est toujours rassurant pour une autre professionnelle de la santé. D'être comme, OK, c'est bon, je suis pas tout croche, je suis pas toute seule à penser ça. Ouais, très intéressant, très intéressant. Puis au fait, mon autre question, c'était un peu en lien avec ça. Là, t'en as jasé un petit peu à travers ta réponse, là, mais c'était comme la relation du stress avec l'alimentation, là, tu sais. Ça va dans les deux côtés, là. Ça va quelqu'un qui se restreint, qui mange pas, puis quelqu'un qui fait l'opposé aussi, là. Absolument. Puis le stress, je pense qu'on s'entend pour dire qu'il y a de plus en plus d'anxiété chez les gens. Puis la nutrition peut être une source d'anxiété énormément, tu sais. Puis les gens veulent vouloir bien faire, puis suivre des restrictions, en fait des conseils qui sont, tu sais, très très clairs. Tu sais, je mange ça c'est un bon aliment, ça c'est pas un bon aliment, de classer les choses. Puis malheureusement la nutrition c'est tout sauf noir blanc. Il y a pas de bons mauvais aliments, il y a pas de diète que j'aimerais suivre que je dois suivre exactement tant de grammes de gras, de glucides. Je pense que c'est populaire parce que ça aiderait à réduire un certain niveau de stress, parce que de dire manger équilibré, mais mange de tout, pas de restrictions, c'est tellement pas clair que ça peut être anxiogène. Ouais, il y en a qui aiment ça, être dans un cadre, puis avoir des règles. Mais, comme tu dis, c'est pas la façon de penser qui est la plus saine. Non. Mais c'est pour ça que toutes les diètes sont super populaires. Parce que c'est un cadre plus simple à suivre. Tu sais, c'est le jeûne intermittent entre midi et 8 heures. La diète keto, je mange du gras. C'est ça. Exact. Facile. C'est sûr que c'est populaire. Beaucoup plus populaire que le discours de manger équilibré. Ça, c'est pas populaire. C'est pas sexy. Non. Bon. Ma dernière question. Ton resto préféré? Mais ça, c'est comme les recettes que je cuisine jamais deux fois la même chose. C'est comme le parcours de course que je fais jamais deux fois la même chose. Les restos, j'aime ça toujours essayer des nouveaux restos. Okay. Il y en a tellement à Montréal, tout le temps des nouveaux, tellement de bons que j'en ai pas un préféré. Je pense que je préfère toujours en essayer des nouveaux puis retourner à mon resto préféré. Ouais, je fais ça pour les cafés, moi. Aussi. Ouais. Fait que t'es ouverte, là, à tout comme les styles culinaires, là. Ah, vraiment. J'aime manger beaucoup de toutes sortes de choses. Je sais pas ça. Ouais, j'aime manger aussi, mais j'aime pas beaucoup cuisiner. Oui. T'as-tu des puis il faut que je mange parce que je suis quelqu'un qui est quand même assez athlétique, puis je le fais, là. Je suis quand même quelqu'un qui mange pas mal, je calcule pas mes affaires, puis étant quelqu'un qui est un petit peu regardé par mes clients ou par d'autres personnes, parce que bon, je suis dans le domaine, je suis entraîneur, je fais toutes sortes de choses. Je me suis fait poser la question quand même, mais toi, tu dois vraiment bien manger, puis tu sais, quand ils se rendent compte que je calcule rien, des fois c'est prenant, mais mettons dessus quand même, je sens qu'il faudrait peut-être que je trouve des astuces pour cuisiner plus, puis pas non plus être trop mal prise à certains moments. Je suis comme... Mais tu sais, c'est quoi vraiment bien manger? Ouais. C'est drôle, tes clients, dans leur tête, c'est vraiment bien manger, c'est calculer ces choses. Donc, ma prochaine question, c'était pour les gens comme moi, qui aiment beaucoup manger, mais qui n'aiment pas cuisiner. Ou faire la vaisselle. Oui, ça me faire la vaisselle. Ça me dérangerait, pour de vrai, je pense que ça me dérange moins faire la vaisselle que de cuisiner. Puis je dis ça, bon, tu sais, je suis capable, ça, je mentionnais, mon truc, ça a été de me commander des boîtes HelloFresh ou de ce type-là pour avoir au moins des aliments qui sont comme cuisinés par moi et non pas comme du take-out tout le temps ou des choses comme ça. Mais y a-t-il des petites choses que je pourrais faire pour m'aider à incorporer un petit peu plus
d'aliments, justement, qui proviennent pas des comptoirs ou des choses comme ça. Mais clairement, d'y aller avec des boîtes comme HelloFresh va toujours rester mieux que Uber Eats. T'sais. Ouais. Donc bravo de faire parce qu'au final, félicitations, on te félicite. Tu sais, puis ces boîtes-là, oui, il y a des choses qui sont pas parfaites, au niveau environnemental et tout, mais ça réduit des barrières qui font en sorte que sans ça, tu cuisinerais peut-être pas. Ouais. Donc moi, je pense que ça donne un coup de pouce aux gens, puis en les incitant à cuisiner, ça développe leurs habiletés par rapport à ça, ça réduit les frictions de trouver une recette, d'aller à l'épicerie. Donc, je pense que c'est bien. Après, oui, bien sûr que tu pourrais faire tout ça par toi-même. Ouais. Mais c'est pas, je te chine pas du tout, t'es pas la seule, je te rassure. OK, phew. Tu sais, il y a des gens qui aiment pas cuisiner à tous les jours, justement. Donc, à chaque fois que tu cuisines, de le faire en plus grosse portion devrait être une façon de, OK, ben une journée sur deux, je vais me sauver peut-être de cuisiner. Comme mes boîtes, là, je commande des familiales. Exact. Tout le temps. Comme ça, j'ai comme 5 recettes, puis il en reste toujours pour un lunch ben oui, exact. Mais tu sais, comme de faire, par exemple, quand tu fais cuire ton riz, c'est pas plus long de faire cuire 3 tasses de riz que de faire cuire une tasse de riz. Puis après, ben tu peux en avoir d'extra pour, OK, ben, même chose, mes poitrines de poulet au four, je vais en faire 12 en même temps. Ouais. Puis, ben, mon restant de riz puis de poitrines de poulet, je vais peut-être le mixer avec un autre légume puis ça va me faire un repas qui est pas nécessairement une recette, mais que je vais avoir cuisiné une fois, mais qui va me faire des lunchs ou des soupers ou peu importe, des collations. Donc, tu sais, soit le meal prep la fin de semaine, de prendre une journée où est-ce que, bon, j'aime pas ça, mais je passe une partie de la journée à faire ça puis après, le reste de la semaine, j'ai pas à m'en soucier. Ou à chaque fois que je cuisine, de faire vraiment une plus grosse portion, de doubler, de tripler, puis de me sauver du temps sur d'autres fois où est-ce que j'aurais pas besoin de cuisiner. Ouais, mais super. C'est pas magique. OK, ouais. Mais je vois comment je peux quand même un petit peu plus incorporer de cuisine en gros, même si, tu sais, j'en vois qui font des meal prep puis ça me tente pas. Mais je comprends tout à fait. C'est quand même beaucoup de discipline de faire du meal prep. Ouais, absolument. Le fun. Ça prend beaucoup d'heures, là, que j'ai envie de faire d'autres choses. Ouais, c'est ça. C'est je connais des gens, ils prennent tout leur dimanche là, pour faire tout leur meal prep la semaine. Ouais. Mais après, ils cuisinent pas de la semaine. Ouais, c'est ça. Ils cuisinent pas de la semaine. Ils ont tout ça déjà préparé, là, tout ça. Puis il y a des gens, c'est comme, je sais pas, beaucoup chez les sportifs, là, ils mangent exactement la même chose, là, comme ça leur dérange pas, là, tu sais. Tout à fait. Comme, puis souvent, tu sais, comme dans des entrevues sportives, j'ai entendu, tu sais, comme les joueurs de hockey, là, c'est, tu sais, always the same thing, là. Poulet, riz, brocoli, là, c'est un classique. Classique, là. C'est vrai, ça. C'est vrai. Oui, tout à fait. Il y en a pour qui c'est moins important, l'aspect goût ou quoi que ce soit, c'est vraiment au niveau pratique. Ouais. Je fais mon riz, mon poulet, puis je sais que j'ai mes macros puis les choses que j'ai besoin. Je suis comme ça. C'est le fun, tant mieux si ça goûte bon, mais sinon, ben c'est mieux que pas manger. Oui, exact. C'est sûr qu'un athlète qui s'entraîne beaucoup, ça bouffe du temps dans la journée. Ouais. Hein? Fait après, est-ce que le temps qui me reste, je veux le passer à cuisiner, à faire autre chose? C'est toujours des choix. Tu sais, on a toujours le même temps dans une journée, puis est-ce que je décide de mettre du temps sur cuisiner ou prendre un repas déjà tout fait ou de tout mettre mon temps le dimanche puis après je sauve du temps le reste de la semaine? C'est ça. C'est toujours une question de... C'est comme les gens qui disent, ben j'ai pas de temps pour m'entraîner. Ouais. Tu peux choisir de mettre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures dans ta journée pour t'entraîner, mais ça coupe du temps pour faire autre chose. C'est ça. Bon, la cuisine. Il faut que ces deux personnes-là se rencontrent. Ouais. Juste un milieu. Mais j'ai une autre question par rapport un peu à l'horaire puis l'alimentation. Un peu pour moi, mais je me dis que peut-être qu'il y a d'autres gens à qui ça va aider cette réponse-là. Moi, j'ai un horaire assez atypique. Des fois, je travaille très tôt le matin ou très tard le soir, comme pas du 9 à 5. Fait que mes heures de manger sont extrêmement disparates. Mais à quel point ça peut être dysfonctionnel, ça, au niveau de l'alimentation. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles je dois faire un peu plus attention? Puis après, j'ai une autre sous-question par rapport à ça. Mettons, justement, je sais que si je m'entraîne le soir, c'est correct de remanger après, même si c'est juste avant de me coucher. Ça va. Mais on dirait que j'ai comme pris l'habitude, puis même des journées où je vais pas m'entraîner le soir, j'ai envie de manger le soir avant de me coucher aussi.
Puis là, le déjeuner, des fois, il vient tôt le matin. Puis là, finalement, je me rends compte, ma fenêtre de pas manger de nuit elle est pas super longue, là. C'est comme je me lève, puis... Ouais. Là, c'est un moment, peut-être, j'écoute pas mes signaux de satiété. C'est vraiment plus une habitude. Je me lève, puis j'ai envie de manger, là. Ouais, c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont des horaires atypiques comme toi. Même des gens qui s'entraînent soit très tôt, le soir, ou... Il y a pas de bonne façon de manger. Moi, je pense que l'important, c'est juste que tu t'assures de penser à manger. Parce que il y a beaucoup de gens qui ont un horaire tellement chargé qu'ils oublient de manger ou qui vont passer des longs moments sans collation, sans repas, ils sont trop occupés au travail ou peu importe. Puis là, c'est là que le problème vient de je mange pas assez. Là, je manque d'énergie en fin de journée. Puis quand mon entraînement a lieu en fin de journée, ben là, c'est lui qui écope, malheureusement. Donc, tu sais, si tu travailles tôt ou tard, ben, tu peux tout décaler vers le haut, vers le bas, manger plus souvent, il y a pas de souci, tu sais. Ta collation du soir est peut-être tout à fait pertinente dans ton apport énergétique total. Peut-être que t'as pas vraiment faim pis t'en as pas besoin aussi. C'est une question à te poser. Surtout si le lendemain matin t'arrives tôt puis là t'arrives pas à manger parce que t'as pas faim. Non, j'y arrive, j'ai cette capacité-là. C'est parfait. Moi, je te dirais, go girl, je mange. J'écoute pas mes signaux de satiété tout le temps parce que je mange par habitude comme le matin. Même si j'ai mangé comme la veille puis j'ai pas si faim que ça, finalement, c'est juste, c'est le matin, je vais déjeuner. Ouais. Ben, écoute. Moi, je reste dans l'optique que les gens ont tendance à manger pas assez que trop. Fait donc, que je vais pas te dire, coupe ta collation, t'en as pas besoin. C'est pas grave. Jusqu'à preuve du contraire. Un vrai jeûne ou un si grand jeûne durant la nuit. Parce que, tu sais, le déjeuner, je pense que ça vient du mot, on jeûne durant la nuit parce qu'on dort, là. C'est vraiment, on peut pas faire les deux. Il y a pas de recommandation, là, à part si t'es dans le jeûne intermittent, de dire, tu dois avoir 8 heures sans manger ou quoi que ce soit. Si tes besoins sont plus élevés, si t'entraînes beaucoup, t'as besoin de manger plus. La collation avant d'être couché peut être super pertinente, même pour le gain de masse musculaire, pour t'aider à dormir, pour toutes sortes de raisons. Donc, c'est pas du tout mauvais, mais on a beaucoup pointé du doigt longtemps la collation du soir, ça fait grossir, faut pas manger avant de se coucher. Ça, c'est un mythe très, très ancré, mais qui est pas vrai, là. Si t'en as besoin, c'est sûr que si cette collation-là, c'est tu manges un sac de chips au complet devant Netflix, pas que les chips c'est mauvais. Non. Mais peut-être que c'est pas pertinent. C'est pas pertinent si t'as pas faim, t'en as pas besoin, tu sais. C'est de manger par habitude. Oui, mais ça c'est quelque chose quand même que je fais puis je suis sûre que d'autres personnes font aussi, là. Après, peut-être que t'en as besoin plus que tu penses aussi. Ça dépend ce que tu manges, tu sais. Ça varie. Souvent des trucs sucrés ou des noix. Bon, c'est pas super. Écoute, je peux pas prononcer sans évaluation complète. Je comprends. Mais c'est bon, ça me donne quand même des indices. Puis encore une fois, j'avais pas justement prêchant comme toi la non-culpabilité. Je me tapais pas sur les doigts pour ça, mais j'ai remarqué que c'était peut-être pas le comportement le plus optimal dans mon cas. Mais c'est bon, c'est super intéressant. Puis l'alimentation, en fait, je serais curieux d'avoir ton opinion par rapport à comme l'alimentation et l'âge. Tu sais, comment tu vois ça comme, tu sais, chez l'enfant, chez l'adolescent. Tu sais, moi-même, tu sais, si je prends comme, j'ai pas la même relation avec l'alimentation dans ma quarantaine que dans ma vingtaine. Comme je peux pas manger exactement les mêmes choses, même si je sens que bref, tu sais, ça a un effet différent sur moi, là, tu sais. Et ça serait quoi l'effet différent entre ta vingtaine et ta quarantaine? Ben, quand j'avais 20 ans, ben peut-être que j'étais juste plus actif, puis comme j'avais l'impression que je dépensais plus, tu sais, je pouvais manger beaucoup plus, puis ça avait comme très peu d'effet sur mon apparence physique, là, ou ma composition, là. Puis c'est ça. Puis maintenant, comme il faut que je mange moins, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, plus on vieillit, plus notre métabolisme de base diminue tout le temps aussi. Ça, c'est vrai. Ouais, ça c'est vrai. Donc, mais ça diminue très, très tranquillement. Ouais. Mais ça fait en sorte que si je mange la même chose... malheureusement. Si je mange la même chose quand 20 ans, puis 20 ans plus tard, à 40 ans, mais que mon métabolisme de base va tranquillement diminuer, oui, ça se peut qu'on prenne un peu de poids, tu sais. Donc, techniquement, nos besoins changent, d'où la pertinence d'être vraiment connecté à ses besoins, qu'est-ce que mon corps a besoin, peut-être que mon corps a besoin de moins si je suis moins actif, ou que mon métabolisme, bref... Après, on va pas être dans les calculs et tout ça, mais oui, c'est vrai que
il y a cette demande énergétique-là qui peut réduire avec le temps. Tranquillement. Après ça, versus les enfants, les ados, surtout qui sont sportifs, eux ont des besoins archi élevés. 1, parce qu'ils sont en croissance. 2, parce qu'ils s'entraînent. Donc, c'est pas rare là qu'ils doivent manger énormément pour combler tous ces besoins-là. Puis attention des fois aux parents qui viennent mettre leurs restrictions chez leurs enfants. Je suis contente que tu le dises. J'allais te demander de faire le message justement en tant que spécialiste aux parents. Là, je pense que c'est important qu'ils fassent attention à quel point leur comportement a un impact sur les enfants puis leur comportement plus tard. Mais mon Dieu, ça c'est sûr. Puis c'est sûr que si moi, en tant que parent, je reflète mes besoins à mon enfant, ben non, mange pas ça. On va souper bientôt, mais peut-être que lui, il a besoin d'une collation extra avant le souper et après le souper et de prendre des fois plus d'assiettes. Tu sais, ça dépend des poussées de croissance ou pas. Il y a des moments peut-être que je vais avoir plus faim parce que je suis en poussée, d'autres moments que j'ai moins faim, puis de faire confiance à l'enfant puis à l'adolescent en lien avec la quantité. Puis nous, ben, en tant que parents, d'offrir, je dis nous, je suis pas parent, mais en tout cas, les parents d'offrir la qualité. Oui. Mais après, de faire confiance à l'enfant ou à l'adolescent pour la quantité qu'il a besoin. T'as déjà eu dans la clientèle des parents qui sont venus avec leurs enfants ou des jeunes, oui, tout à fait. Qui sont venus pour consulter. Oui. Intéressant. En nutrition sportive? Oui. Il y a des jeunes sportifs? Ouais. Il y a beaucoup de parents qui s'inquiètent, en fait, de que leurs enfants mangent pas assez parce qu'ils voient qu'ils s'entraînent énormément. Tu sais, par exemple, des jeunes en natation. Tu sais, la natation, c'est un sport où est-ce que très demandant le matin, le soir. T'es dans l'eau, tu peux pas manger dans l'eau. En plus, souvent pas, exactement. Tu leur dis, après t'as une collation où tu regardes, mais personne fait ça. Mais bon, ça, c'est encore une culture du sport. Mais, des besoins très, très élevés. Puis, tu sais, après, il y a des enfants qui sont des picky eaters. Fait que là, qui ont pas beaucoup faim ou qui aiment pas ça, ils aiment pas ça, ils aiment pas ça. Puis là, très difficile. Là, les parents ils essayent de donner plein d'affaires, la boîte lunch revient. Donc, souvent, c'est les parents qui sont inquiets que les enfants mangent pas assez. Donc, c'est de donner des trucs par rapport à ça. Mais oui, ça arrive souvent. Intéressant. Puis, peut-être, je sais pas si ça va être pour terminer, mais comme en dernier lieu, parmi nos questions, est-ce que tu as un exemple de success story ou de personne que tu as réussi à aider, qui est venue te voir justement à la fin de... soit avoir atteint un objectif ou quelque chose que tu dis cette fois-là j'ai bien réussi mon travail là. C'est une bonne question. Là, tu dis ça puis là j'ai un cas en tête où est-ce que quelqu'un qui est venu me voir, un sportif qui partait de un coach qui lui disait de manger mettons, dans son repas, 13 grammes de concombres. Premièrement, tu pèses des concombres. Deuxièmement, c'est 13 grammes. C'est comme, c'est même pas comme à peu près 50, c'est 13 grammes. En tout cas, je dis ça. C'était peut-être pas ça, mais c'était à un niveau précis et restrictif, là, que j'avais rarement vu. Puis on est parti avec cet athlète-là, puis on s'est rendu jusqu'au point où est-ce qu'il était en mode alimentation intuitive. Puis tu sais, ça a été long là avant de faire un guide justement nutritionnel où est-ce qu'on n'est pas dans les grammes de concombre. Tu l'as suivi pendant combien de temps cet athlète-là? Ça a dû prendre 2 ans. OK. Bon, avant que là on se rende que les gens réalisent que quand on parlait tantôt, ça passe pas du jour au lendemain, c'est aventure. C'est un exemple, mais 2 ans. Oui, parce qu'au début, tu as peur de sortir de ça parce que tu te dis, mais si je fais plus ça, je vais prendre du poids parce que c'est souvent relié au poids, malheureusement. Puis je vais pas performer, puis tout ça, puis c'est de te faire confiance. Tu sais, mes plus beaux success stories, c'est quand j'arrive à convaincre les gens que les glucides, c'est pas l'ennemi, que c'est au contraire leur meilleur ami, que c'est pertinent, qu'ils en ont besoin. Tu sais, le sport d'endurance, c'est un bon exemple où est-ce qu'il y a quelqu'un qui mange quasiment pas pendant une course d'endurance, puis d'un coup arrive à manger des tonnes de glucides. Puis mon copain, c'est un très bon exemple parce que lui, il applique très bien les conseils, puis là, il applique à un niveau où est-ce qu'il mange jusqu'à 120 grammes de glucides par heure, puis je connais très peu de gens qui arrivent à faire ça. Donc, c'est beau de voir que c'est possible, que ça fait une différence, puis que au final, toutes ces recommandations-là peuvent mener à vraiment des belles performances, mais des fois on part de zéro, puis il faut se faire confiance, puis y aller graduellement, puis ça se fait pas du jour au lendemain. T'arrives pas à manger 0 à 120 grammes par heure, puis tout se passe bien. Ouais, exact. Faut que tu fasses confiance au processus,
Faut que des fois que ça se passe pas bien, que tu finisses en diarrhée dans un buisson, mais que tu persévères et que finalement t'arrives à performer à ton plein potentiel. Ouais, la vraie vie, quoi. Oui, oui. C'est ça. Puis je le vis moi-même. J'ai vécu plein d'échecs nutritionnels moi-même dans des longs événements. Puis t'apprends sur toi. Puis c'est le fun aussi d'apprendre de ses propres erreurs pour les partager ensuite aux gens. C'est merveilleux de pouvoir faire ça en tant que nutritionniste du sport. Ah, wow. Quel beau message. Y a-t-il justement comme une ou deux choses que t'aimerais en particulier que les gens retiennent, c'est pour la population ou les auditeurs? Le go millions glucide. d'auditeurs. Go glucide. Puis je pense que c'est ça, c'est de faire confiance au processus parce que la nutrition, on va pas te demander de faire un changement de A à Z du jour au lendemain. Tu vas peut-être le maintenir pendant 3 jours puis après ça sera trop difficile. Donc, l'idée c'est d'habituer son corps soit à manger des glucides pendant l'effort, c'est soit d'avoir de moins en moins de culpabilité, d'essayer d'avoir moins de restrictions, de faire confiance, d'essayer d'accepter son corps aussi comme il est, de voir l'alimentation moins noir ou blanc, de pas voir des mauvais puis les bons aliments, de se faire confiance, d'essayer de voir aussi dans la société tout ce qui nous pousse à se priver, à se culpabiliser, d'essayer là je sais plusieurs messages là mais de voir sur les réseaux sociaux qu'est-ce qui est de la bullshit, qu'est-ce qui est pas de la bullshit, de faire attention à toutes ces nouvelles modes. Re-questionner, hein. Oui. Je pense que les gens ils remettent pas assez en question chaque chose. Même j'ai dit à moi une cliente récemment qui me posait des questions sur un truc puis elle me dit toi je dis là je vais te dire qu'est-ce que j'en pense. Je dis c'est qui cette personne-là qui t'a dit ça? Puis je dis, moi, je vais te dire autre chose, mais je dis, tout ce que t'entends, je dis, re-questionne-le, développe ton sens critique. Je dis, même ce que moi, je suis en train de te dire, je dis, crois pas tout ce que je te dis, là, vérifie, parce que c'est trop facile, de se faire avoir. Absolument. Oui, puis oui, en nutrition, il y a des modes nouvelles à tous les jours, on va entendre parler, puis il y a des choses qui vont changer pour vrai. La science évolue encore énormément. Il y a des choses que j'enseignais il y a 10 ans que je n'enseigne plus maintenant parce que ça a évolué. Ouais. Puis dans 10 ans, il y aura autre chose aussi. Donc, de rester critique, comme tu dis, par rapport à tout ce qu'on entend, mais que de rester aussi ouvert d'esprit que ça se peut que la science change d'avis parce qu'ils ont découvert d'autres choses par rapport à des nouvelles études. Puis ça se peut en nutrition parce que la nutrition, c'est une science qui est très, très jeune. Donc, on ne sait pas tout. On fait de notre mieux. Ouais. Puis avec les données qu'on a, puis on essaie de nuancer tout ça. Vraiment, vraiment intéressant. Merci beaucoup, Eve. Ça fait plaisir. Merci à nous. J'aurais pris une autre heure. Merci. Oh mon, un autre fois. Peut-être dans un trail. Ouais, sur un trail. C'est quoi le trail déjà? On va faire les locaux, je pense, ensemble. Au mois de juin. Ouais, mais celui que vous avez fait ensemble. QMT? Ouais, Québec Mega Trail 50. Québec Mega Trail, c'est ça. Ouais. QMT. Ouais. C'est lui que j'ai fini dans le buisson. En erreur de... Non, pas dans les buissons, celle-là. Okay. Ça, c'est un autre. Ça, c'est un autre. Celle-là, j'ai fini en hyponatrémie, mais écoute. Maintenant, tu sais c'est quoi? Après, maintenant, quand je l'enseigne, là, j'ai des bons exemples concrets à donner. C'est merveilleux. Ben voilà. J'aime ça comment tu vois les choses. Merci. Merci beaucoup.